je vous présente le webinaire. Donc, on est effectivement aujourd'hui sur l'organisation d'un webinaire pour vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est donc la charte montagne zéro déchet sauvage en 2030. Et voilà, vu les personnes présentes autour de la table, j'allais dire, c'est un sujet que certaines d'entre vous connaissent déjà sur le bout des doigts. Mais c'est chouette aussi d'accueillir des personnes qui connaissent moins, l'objectif étant voilà, d'intégrer des nouveaux adhérents si vous le souhaitez. Et pour ceux en fait qui connaissent déjà particulièrement bien, n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole pour donner aussi vos avis, vos retours d'expérience. Vraiment, c'est pas facile en visio d'être interactif, mais surtout n'hésitez pas à demander à le faire et à mettre de l'interactivité dans ce monde digital. Les principes de base pour une visio réussie. Effectivement, essayez tant que faire se peut, donc de couper votre micro parce que voilà, ça peut gêner parfois s'il y a des personnes autour de vous plutôt qu'il y a du bruit autour de vous. Effectivement, voilà, c'est pas facile de prendre la parole, mais n'hésitez pas. D'autant plus chez Mountain Riders, le fait de faire de l'intelligence collective et que chacun se sente à l'aise de parler et de prendre le parole et d'écouter les autres, c'est vraiment des choses qui sont particulièrement importantes pour nous. Donc, n'hésitez pas en levant la main ou en étant dans le chat ou en nous alertant, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à réagir ou à faire part de vos retours. Voilà, et puis effectivement, peut-être de couper votre caméra le temps des différentes présentations pour plus de sobriété. Et effectivement, information importante, ce webinaire est enregistré pour pouvoir effectivement après le mettre sur notre chaîne YouTube et que d'autres qui n'ont pas pu y insister puissent le faire. Donc effectivement, pour info, donc des webinaires, il y en a tous les mois chez Mountain Riders et le prochain aura lieu le 13 mars au sujet de la qualité des sols. Voilà, mais donc c'est effectivement tous les jeudis, enfin tous les mois, tous les jeudis, de 14h à 15h. Alors là, dans le chat, je vais effectivement vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà signé la charte? Alors, j'arrive à voir le chat. Du coup, je vous propose qu'on continue. C'est possible pour que ce soit plus simple pour comptabiliser. J'ai mis la question. Est-ce que vous pouvez juste mettre pouce en l'air ou pouce en bas? Je commence. Ah, super. Ah, il y a Anne qui veut. Tu veux intervenir, Anne? C'est juste que tu. Bon, oui, Ouais. vous levez la main. Non, c'est une erreur. Les erreurs sont les bienvenues. Comme ça, on verra tous le total sur la question. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais donc vous expliquer, vous faire un petit débrief de pourquoi est-ce qu'on a monté cette charte, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et voilà, et en fait en quoi c'est vraiment un outil, et ça c'est le message qu'on veut vous faire passer, hein. La charte, c'est Mountain Riders qui l'anime, mais c'est vraiment un outil qui doit être au service de tous les acteurs du territoire et pas que avec Mountain Riders. L'idéal soit que ce soit un projet qui soit autoporté, c'est-à-dire qu'il fonctionne de lui-même avec l'ensemble des actions et des acteurs qui s'engagent les uns les autres et qui du coup fait que le projet fonctionne sans nous. Ce serait vraiment l'idéal. Donc là aujourd'hui, je vous présente et par contre n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles envies pour faire évoluer cette charte en sachant que cette charte n'en est qu'à ses débuts et qu'elle s'enrichit au fil des ans grâce aux apports des uns des autres. Et puis, on aura bien évidemment l'apport d'experts. Donc, voilà, on a notamment 3 experts qui seront là pour prendre la parole et évoquer du point de vue collectivité avec la Comcom de Loisan et la mairie de l'Alpe d'Huez, comment ils se sont emparés de la charte. Et côté commerçant avec donc Intersport qui est là aussi pour montrer comment
comment ils s'en sont emparés et en quoi ça les a, titillés. Et puis après, il y aura un temps, bien évidemment, d'échange et de questions, mais n'hésitez pas quand même au fil de la séance, hein, à lever la main et à prendre la parole, à poser vos questions. Elles sont vraiment les bienvenues. Mountain Riders, est-ce encore besoin de le présenter? Peut-être que oui. En tous les cas, je vais essayer de vous dire en quelques mots qui est Mountain Riders. Donc, on a une association, loi 1901, une association d'éducation à la transition écologique en montagne. On existe depuis bientôt 25 ans. L'année prochaine, ça va faire 25 ans. On est 19 salariés, on est basé à Chambéry. Et on est basé à Chambéry, mais par contre, on ne travaille pas que en Savoie. On a à cœur d'aller travailler dans les Pyrénées qu'on aime tant, dans les Alpes du Sud, le Massif central et les Vosges et le Jura sont aussi des territoires sur lesquels on a à cœur d'essayer de développer au maximum. Donc, on est vraiment sur l'ensemble des massifs montagneux français. Et notre posture est effectivement de sensibiliser sans moraliser. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire de ne pas juger où en sont nos interlocuteurs, interlocutrices dans leur, bah voilà, dans leur engagement, dans leur transition. De ne pas juger, mais par contre de faire en sorte qu'à travers bah voilà, la montée en compétences et la montée en conscience, on arrive à faire progresser l'écologie et la transition de plus en plus chaque jour et auprès des différentes organisations. Donc on a vraiment à cœur d'œuvrer avec toutes les organisations, toutes les institutions, toutes les personnes, qu'elles soient engagées ou non, voilà, pour faire progresser. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a cette posture-là? C'est parce qu'en fait, on est vraiment persuadé que la transition écologique va fonctionner que si tout le monde s'y engage, étant donné qu'il y a des enjeux qui sont systémiques. Il y a un vrai besoin que l'ensemble des acteurs, que ce soit des acteurs privés, publics, des citoyens, des organisations, tout le monde s'engage pour pouvoir effectivement permettre une bascule systémique. Et donc le faire ensemble est vraiment au cœur de notre posture. Donc c'est pour ça effectivement qu'on est vraiment dans cette posture de sensibiliser sans moraliser. Il y en a par contre des actions très concrètes, puisque c'est vraiment notre approche. Montagne zéro déchet, dont je vais vous parler plus largement. Le flocon vert, que nombre d'entre vous connaissent, hein, qui est une démarche labellisante et qui, en fait, permet aux 3 organisations centrales d'une destination de montagne, à savoir les remontées mécaniques, les offices de tourisme et les collectivités, à s'engager ensemble en faveur d'une stratégie de transition écologique. Et donc, c'est une approche qui n'est pas que environnementale, hein, c'est vraiment une approche basée sur les 4 piliers que sont voilà, l'économie, la gouvernance, les aspects sociaux et l'écologie. Et donc, c'est donc un cahier des charges de plus de 80 critères sur lequel, en fait, on va venir voilà, faire progresser les destinations pour effectivement être un peu plus engagé et faire en sorte que la transition écologique soit pas que une théorie, une vue de l'esprit, mais que ce soit effectivement des engagements concrets, des expérimentations et des actions concrètes. À ce jour, il y a trois niveaux de label, un flocon, deux flocons, trois flocons. Et donc, il y a à ce jour majorité de flocons, un flocon, mais on a à peu près, on va dire, une quarantaine de destinations qui sont engagées dans la démarche. Et puis, il y a un troisième projet qui est la partie éducation et formation, où là, en fait, le cœur et l'approche, c'est vraiment de s'appuyer sur le dehors, donc faire vivre des expériences dehors aux différentes personnes, et à travers le dehors en montagne, permettre une approche sensible et donc permettre à ce que la prise de conscience et la mise en mouvement en faveur de la transition s'opèrent. Et là, ce sont des projets, effectivement, au travers du dehors qui s'adressent à des écoles, à des centres sociaux, à des adultes animateurs ou des personnes en handicap. Et ça peut être aussi des personnes qui sont en détention. Enfin voilà, on s'adresse vraiment à tous les types de publics et donc c'est aussi de l'ingénierie pédagogique qui sert à tous les projets. Voilà pour Mountain Riders. Et donc, effectivement, Flocon Vert, je vous l'ai dit, donc la démarche de labellisation, la démarche labellisante, en fait, elle intègre effectivement dans son cahier des charges, hein, bien évidemment, la question des déchets. Mais donc, voilà, le déchet n'est qu'une partie de l'ensemble du cahier des charges. Montagne zéro déchet sauvage en 2030. Je vous montre, donc en fait, Montagne
Mountain Riders fait du ramassage de déchets depuis le début de l'association. C'est vraiment, on va dire, l'histoire de l'asso. Et donc, l'histoire de l'asso, c'était effectivement de faire des ramassages de déchets sauvages et de sensibiliser le grand public. Donc ça existe depuis bah voilà, 24 ans aujourd'hui. Et sauf que bah, force est de constater que d'année en année et 20 années plus tard, en fait, on continue de ramasser des tonnes de déchets en montagne. Donc là, je vous montre les chiffres 2024, puisqu'en fait, les chiffres, donc maintenant, depuis 2 ans maintenant, enfin 3 ans, on va dire, on fait non seulement des ramassages, mais on fait ce qu'on appelle une caractérisation des déchets. Une caractérisation des déchets, c'est une méthode de science participative, hem, en fait, qui va permettre d'analyser concrètement ce qui est ramassé et en ayant cette, analyse de concrètement ce qui est ramassé, en fait, ça nous permet d'avoir un diagnostic de la pollution sauvage pour pouvoir ensuite aller voir les différentes personnes, qui peuvent être émetteurs, émettrices de ces déchets sauvages et voir comment les réduire. Donc notre stratégie, c'est 1, ramasser, 2, caractériser pour avoir un diagnostic et 3, réduire. Donc là, je vous montre les chiffres 2024, issus donc d'une campagne avec 82 ramassages avec caractérisation. Donc on est déjà hyper satisfait de voir que bah, il y a autant de ramassages avec caractérisation. Donc il faut quand même avoir en tête qu'il y a des ramassages de déchets sauvages hein, sur clairement toutes les destinations de montagne quasiment, donc à peu près 300 ramassages par an. Mais par contre, tous les ramassages ne font pas l'objet d'une caractérisation. Et pour autant, c'est de l'information qui est extrêmement précieuse pour se dire, bah, en fait, on va pas que ramasser, mais on va identifier ce qu'on ramasse pour réduire. Donc, sur ces 82 ramassages avec caractérisation, autre motif de satisfaction ultime, c'est que la moitié de ces ramassages ont été faits sans mountain riders. Et ça, c'est pour nous vraiment une vraie fierté, en ce sens que, bah voilà, encore une fois, notre objectif, il n'est pas que mountain riders soient présents de partout, mais plutôt qu'en fait, les acteurs du territoire s'emparent du projet, s'emparent de l'objectif, s'emparent des méthodes et des moyens pour le faire seuls. Donc sur ces 82 ramassages avec caractérisation, on a ramassé 18 tonnes de déchets et donc ils ont réuni plus de 4700 participants. Si on extrapole ces 18 tonnes de déchets à l'ensemble des destinations de montagne, on arrive effectivement à une extrapolation autour de 140 tonnes de déchets abandonnés chaque année en montagne. Donc c'est effectivement quand même hyper important. Il faut savoir que juste un mégot, un mégot ça pèse rien dans les 140 tonnes, mais juste un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Donc en fait, 140 tonnes de déchets, vous vous rendez compte en fait de l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité, sur l'état des sols, sur l'état de l'eau, sur la faune, la flore, etc. Enfin voilà, les 140 tonnes de déchets, c'est à la fois astronomique en matière d'impact voilà, de pollution et à la fois c'est rien du tout puisque c'est que 140 tonnes. Donc la caractérisation des déchets, vous avez là le petit graphique qui permet de voir en fait ce qui est ramassé et quels sont les types de matériaux ramassés. On a bien évidemment en priorité le plastique, qui est dramatique, ou pas fantastique. En tous les cas, le plastique, parce que bah voilà, bah, comme dans notre vie de tous les jours, en fait, le plastique, c'est ce qui est utilisé de partout pour tous les usages, par tous les types de. Bah voilà, c'est ce qu'on utilise en grande majorité maintenant, qui fait vraiment partie de notre quotidien. Donc forcément, de façon mathématique, en fait, on retrouve le plastique en grand nombre dans ce qui est abandonné dans la nature. Après, on retrouve beaucoup de métal et de bois. Et déjà, là, on commence à pointer du doigt quand on voit qu'on a du métal et du bois, que ça, en fait, le métal et le bois, clairement, c'est pas le touriste qui vient de l'autre côté de la France qui ramène effectivement ces panneaux de métal ou ces palettes de bois, mais que là, en fait, clairement, déjà, on voit qu'il y a, il y a la moitié des déchets qui sont issus vraiment uniquement des socioprofessionnels, puisque le métal et le bois, hein, c'est clairement issu de, on va dire, l'activité économique des territoires de montagne. Et puis, en fait, on voit après qu'on a quand même beaucoup de non caractérisés. Et le non caractérisé, bah, ça va de, en fait, des déchets qui ont traîné tellement longtemps dans la nature, dans la terre et le sol, qu'en fait, du coup, on n'arrive plus à les caractériser ou que juste on n'arrive pas à les retrouver, notamment les parpaings. Les parpaings sont dans les non caractérisés et pèsent effectivement très lourd dans le pot. Vous avez ici, issu encore une fois donc du bilan 2024,
les déchets indicateurs, les principaux déchets indicateurs. Et donc vous voyez que, en fait, les déchets qu'on retrouve le plus en nombre, ce sont bien évidemment nos amis les mégots qui restent, le déchet bien évidemment numéro un, en pas en poids pour le coup, mais en numéraire, et qui a un impact effectivement colossal, hein, sur, encore une fois l'eau qui s'écoule de nos montagnes. Et donc après on a les emballages alimentaires qu'on retrouve en grand nombre aussi. Et puis après on retrouve, bah, voilà des fragments de plastique divers et variés, des feux d'artifice. Et après vous avez tout le détail des principaux déchets indicateurs de montagne. Et en fait, on a fait, une segmentation, on va dire, au niveau de Mountain Rider sur, la caractérisation en segmentant 2 types de déchets. Les déchets issus de l'activité professionnelle et les déchets issus du grand public. Dans les déchets grand public, bah, voilà, on retrouve nos fameux mégots, les emballages et le plastique, sous toutes ses formes. Et puis, après, on a les déchets professionnels où là, on retrouve en grand nombre les déchets de construction. Et la construction, hein, c'est aussi bien la construction de remontées mécaniques que la promotion immobilière ou la rénovation. Après, les feux d'artifice qu'on retrouve en nombre. Et puis après, les jalons de piste. C'est vraiment, on va dire, les trois déchets. Et en termes de volume, on peut estimer que la moitié des déchets proviennent des professionnels et l'autre moitié provient des déchets grand public. Donc ça, c'est vraiment les données chiffrées qui sont issues, de cette campagne 2024 et qui montrent à voir en fait, bah, clairement d'où proviennent les déchets et on voit que les déchets, c'est, tout le monde qui est concerné. C'est pas que le touriste, contrairement à ce qu'on pense, mais c'est vraiment tout le monde. C'est celui qui habite, celui qui vit en montagne, celui qui travaille en montagne et celui effectivement qui vient que pour un week-end, ou une semaine. Donc non seulement c'est tout le monde, Heu, mais en plus, on parle entre guillemets «que» de 140 tonnes et ça a vraiment été notre point d'ancrage et le point de départ de notre réflexion. C'était en fait vraiment de se dire que en montagne, on a la chance et on va dire d'être, au départ du cycle de l'eau. Et donc il faut vraiment avoir en tête que les déchets sauvages, qui sont en montagne et les déchets sauvages de manière générale, en fait, viennent se loger et utilisent le même cycle que le cycle de l'eau. Donc on pourrait dire le cycle des déchets sauvages, c'est le même cycle, que celui de l'eau. Et donc en fait, en montagne, vu qu'on est au départ du cycle de l'eau, on est au départ du cycle des déchets. Donc en fait, si nous, on arrête de produire des déchets, on aura déjà pris notre part, effectivement, dans le fait de se dire que en fait, ce qui est jeté, on va dire dans les différents cours d'eau et qui atterrissent à plus ou moins longue échéance, dans les océans et qui viennent après faire ce septième continent plastique. La montagne, en tous les cas, aura fait sa part pour, on va dire, réduire ses déchets et au-delà, de réduire les déchets qui atterrissent dans la mer, c'est surtout que la montagne, c'est le seul territoire à pouvoir redevenir vierge de toute pollution sauvage et ça, c'est vraiment le combat, qu'on mène, hein, pour se dire: «Bah, en fait, voilà, il y a un espace sur terre qui peut être vierge de toute pollution sauvage, c'est la montagne parce que justement, en fait, si nous, on arrête de produire des déchets, personne ne va venir nous réalimenter en déchets. Alors que, clairement, en plaine ou sur les littoraux, en fait, ils auront bon, stoppé les déchets. En fait, si, en amont, les déchets ne sont pas réduits, de toute façon, ils seront réalimentés d'eux-mêmes. Donc ça, c'était le premier point et puis après, en fait, on s'est dit, au-delà de cette, opportunité de se dire, en fait, on est les seuls à pouvoir redevenir vierges de toute pollution sauvage, on s'est dit: «Le gros avantage de la montagne, c'est qu'on en a pas beaucoup de déchets». On parle que de 140 tonnes de déchets alors que, il y a 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées chaque année dans les océans. Donc on est vraiment sur des volumes de déchets qui sont, on va dire largement, f possibles de réduire et de stopper et en plus, la montagne, on a cette chance d'être très structuré puisqu'en fait, bah, il y a des fédérations syndicales, ou des représentations nationales pour tous les métiers de la montagne et en plus, tout le monde se connaît. Donc si on arrive à mettre autour de la table les principaux représentants des différents métiers, et des différents acteurs de la montagne, on arrivera à avoir une réduction qui est significative et si en plus on se met tous d'accord pour faire passer le même message à tous nos touristes et à tous nos on va dire, toutes les personnes qui viennent en montagne, on arrivera à faire passer un message qui a une voix et qui, du coup, sera entendu aussi par le grand public. Donc on s'est dit: «Bah, voilà, on a la capacité de toucher et la sphère, on va dire socio-professionnelle assez facilement et la sphère grand public si tout le monde s'y met». Donc ça a vraiment été notre plaidoyer
Et en fait, on s'est rendu compte aussi que, il y a maintenant plusieurs années, il existait en fait déjà des chartes. Donc en fait, il y a la charte notamment du ministère de la transition écologique pour plages sans plastique. Il y a la charte de la région sud, effectivement, qui est une charte zéro déchet plastique. Et il y a Fleuve sans plastique, une charte Fleuve sans plastique. Et en fait, on s'est dit, bah voilà, soit en fait, il y a 3 ans en arrière, on s'est dit, bah soit en fait, on s'intègre dans les chartes existantes, soit en fait, on crée une charte qui va vraiment permettre d'atteindre un objectif qui est concret, qui est ce fameux zéro déchet sauvage en 2030, qui est aussi une charte qui va faire en fait que les acteurs de la montagne, qui est un petit milieu, hein, vous le savez mieux que moi, va permettre vraiment de pouvoir, bah, voilà, s'emparer du sujet et ne pas être effectivement dilué, dans un message, on va dire macro, qui serait pas réaliste. Donc on s'est vraiment dit, bah, voilà, la charte, montagne zéro déchet, c'est ce qui va vraiment permettre de donner corps à notre plaidoyer et aussi de pouvoir fédérer tous les acteurs de la montagne puisque c'est leur outil, c'est leur objet, c'est leur objectif et c'est quelque chose qui du coup est concret, mesuré, mesurable. Et donc du coup, on a réussi à mettre autour de la table, donc ça a commencé en octobre 2022. On a réuni, donc vous voyez tous les petits logos qui sont, en bas à gauche, vous avez en fait tous les représentants syndicaux et les fédérations nationales, avec qui on avait déjà des relations assez nourries au niveau de Mountain Riders et en fait, on leur a présenté, les bilans chiffrés, le fait que la moitié des déchets venaient des socioprofessionnels et cetera, tout ce que je vous ai expliqué en amont et on leur a dit: «Bah, voilà, engageons-nous tous ensemble parce qu'effectivement, on est le seul territoire à pouvoir redevenir vierge de toute pollution sauvage. Engageons-nous tous ensemble pour que ça ait du poids, pour que ça fonctionne, à atteindre une zéro déchet sauvage en 2030 et c'est donc quelque chose qui est arrivé et donc là tout le monde a dit: «OK», donc ça, c'était aussi pour nous hyper enthousiasmant et aussi pour le projet de lui donner vraiment une réalité et de lui accorder du crédit, de se dire que, bah, en fait, ça c'est un objet c'est clairement, en fait, un objet, environnemental, hein. Clairement, là, pour le coup, on est vraiment sur des questions environnementales qui fédère, alors que vous le saviez mieux que nous, en général, les sujets environnementaux sont plutôt des sujets clivants en montagne. Et ben là, on a un sujet qui vraiment fédère, que ce soit la sphère économique, que ce soit la sphère associative ou que ce soit la sphère politique. Donc, on s'est dit, bah voilà, on a un enjeu qui, au-delà de ce que ça va permettre de réaliser, qui est effectivement de rendre un espace vierge de toute pollution sauvage, c'est aussi un enjeu qui permet de mettre autour de la table et faire du collectif et du faire ensemble. Ouais. Précision sur les tu as eu un petit commentaire OK. dans le chat. On parle bien de macro-plastique, de Ah oui. macro-déchets, donc plus de zéro, plus d'un demi-centimètre. Malheureusement, on confirme bien que le Ouais. microplastique, le nanoplastique est présent en montagne et c'est par contre des tailles qui seront Mmh. aujourd'hui pas possibles Ouais. d'éradiquer. On parle bien, nous, de macro. Oui. Voilà. Oui, oui, très bonne remarque effectivement. Puis on avait fait intervenir à plusieurs reprises, hein, des experts, des sujets, notamment de la pollution microplastique où en fait là clairement, voilà, comme le disait Élodie, c'est irréversible. Mais donc justement, en fait, nous, la pollution, macro, c'est quelque chose qui est encore en montagne réversible. Et par contre, effectivement, la pollution macro dans les plaines, là, par contre, c'est irréversible. Donc on est vraiment les seuls à pouvoir, en montagne, à pouvoir stopper, on va dire, la pollution, qui se voit à l'œil nu et qu'on peut prendre dans la main. Et donc du coup, donc effectivement, on a réuni tous ces acteurs et en fait, on a co-construit avec eux et j'insiste là-dessus parce que tous ces éléments-là que vous allez voir à partir de maintenant, c'est vraiment des éléments qui ont été co-construits avec l'ensemble des parties prenantes que vous voyez là. Donc, que ce soit les associations d'élus, les syndicats professionnels de montagne, des domaines skiables, des écoles de ski, des commerçants et cetera, des restaurateurs. C'est vraiment un travail collectif. Tout ça, c'est un travail collectif. Les virgules ont été, analysées avec les uns les autres. Les objectifs ont été, validés par les différentes instances nationales. Donc vraiment, c'est un travail collectif et donc on a une trajectoire de réduction de déchets à la source qui a commencé en 2023, donc le lancement, c'était en mars 2023. En 2024, on devait atteindre moins 10. Spoiler, on n'y est pas, on est plutôt sur une hausse, des déchets par rapport, à l'année précédente. Mais en tous les cas, on est quand même sur, un objectif de
le prochain objectif maintenant, c'est moins 40 des déchets, de volume de déchets, enfin de poids des déchets, pardon, en 2026, moins 70 en 2028 et moins 100 en 2030. Concrètement, en fait, on a donc, mis en place, la charte avec 3 axes. Le premier axe et encore une fois, quand je dis que ça a été co-construit, nous, quand on avait proposé en comité de pilotage, la charte, on avait mis en 1 le fait de sensibiliser. C'est les acteurs de la montagne, hein, qui est le représentant, qui ont dit: «Bah, non, en fait, l'enjeu numéro 1, c'est bien de réduire». Donc il y a vraiment l'objectif de réduction qui a été placé en cœur et en top priorité par les acteurs, signataires de la charte. Avec donc, bah, l'objectif de réduire avec, bah, voilà, notamment cibler les principaux déchets comme le mégot, la restauration, tout ce qui est lié au commerce, tout ce qui est lié au domaine skiable, tout ce qui est lié au chantier et tout ce qui est lié à toute la partie, on va dire, office de tourisme, animation événementielle. Donc là, c'est vraiment toute la sphère réduction que les socioprofessionnels qui se sont engagés, voilà, se sont dit: «Bah, voilà, nous, en fait, on va faire le nécessaire chacun dans notre métier pour réduire». Et puis après, il y a l'enjeu de sensibiliser et quand on dit sensibiliser, c'est sensibiliser aussi bien, les touristes, mais aussi, bah, voilà, les salariés des différentes structures les pratiquants, et les habitants de nos vallées ou de nos montagnes. Et puis après et ça, on y tient beaucoup, voilà, la trajectoire que qu'on a montrée, c'est un objectif qu'on vient mesurer chaque année. C'est donc vraiment, on est dans un objectif d'évaluation chaque année si on arrive à respecter, oui ou non, les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, quand on dit qu'on est sur une charte, que souvent ce sont les critiques qui nous sont adressées, une charte, bah, voilà, c'est, on va dire un bout de papier et c'est un vœu pieux. Non, on est vraiment sur, quelque chose qu'on va venir mesurer puisqu'on a vraiment des outils de mesure, scientifiques, hein. Enfin, c'est de la science participative, mais c'est de la science, c'est bel et bien de la science. On va venir mesurer si chaque année on arrive, et on atteint nos objectifs de réduction et sinon, comment est-ce qu'on fait pour aller encore plus loin? Donc les 22 parties prenantes, ça je vous les ai détaillées en sachant qu'il y a des nouveaux qui vont arriver, à partir de mars de cette année, mais là, je vous réserve, la surprise. Donc il y a des nouvelles parties prenantes nationales qui vont arriver. Et donc en fait, voilà, c'est effectivement la gouvernance du projet. Donc Mountain Riders anime, met en place des outils, co-construit des outils avec les parties prenantes. Et en fait, l'objectif, c'est que les parties prenantes nationales sont, elles, chargées de co-construire avec nous les outils, les objectifs et surtout sont chargées d'aller demander à leurs adhérents sur le terrain de mettre en place des plans de réduction de déchets sauvages à la source. Donc en fait, on a mis en place des plans d'action type. Les plans d'action type ont été, construits, on va dire, de façon à être déjà dans un premier temps, de l'ordre du bon sens pour que ce soit facile à mettre en place. Donc c'est pas des choses qui sont ni irréalisables, mais qui soient justement faciles à mettre en œuvre pour que ça donne envie d'aller plus loin. Ils sont valables 3 ans et en fait, les plans d'action type, ils sont basés sur ce qu'on ramasse. Donc concrètement, en fait, on a pris ce qu'on ramasse, on s'est dit: «Bah tiens, a priori, les petites touillettes, bah, on va demander aux restaurateurs de les réduire, mais on va pas demander au Domaine Scape de réduire les touillettes». Et puis pareil pour les jalons de piste, hein, qu'on retrouve en masse dans les déchets, ben, en fait, on va demander au Domaine Scape de les réduire et clairement, on n'a pas mis les jalons de piste dans le sujet, des commerçants, par exemple. Donc on a vraiment fait, en fonction des déchets ramassés, les plans d'action, idoines. Et donc aujourd'hui, on a un plan d'action pour les communes, un plan d'action pour les offices de tourisme, un plan d'action pour les domaines skiables, un plan d'action pour les écoles de ski, un pour les domaines nordiques, un pour les restaurateurs, un pour les commerces, un pour les communautés de communes, un pour les hébergeurs, un pour les monteurs et aménageurs et un autre pour les bureaux d'études. Donc là, effectivement, les derniers, c'était en lien avec, tout le travail sur le chantier qu'on a pu mener cette année et qui vraiment sera une grosse, grosse partie des déchets qu'on peut retrouver. Et donc effectivement, sont en cours et en projet de rédaction celui avec les clubs de ski, avec la FFS et un p avec les guides et les refuges, donc avec le Syndicat national des guides de montagne. Donc en fait, ce sont des plans d'action un peu types, que chaque, adhérent au niveau local doit, on va dire, personnaliser, et après, bah, voilà, il nous l'envoie, et vous avez effectivement une plateforme où là, vous avez le lien, en haut sur le côté. Vous avez une plateforme, en fait, où tout est téléchargeable, que ce soit la charte ou les plans d'action.
Aujourd'hui, on en est à 69 signataires qui se sont engagés et qui ont non seulement signé la charte, mais aussi ont défini un plan d'action type qui suivent. Donc le plan d'action est valable 3 ans, je le répète. Et là, en fait, on a défini des modalités de suivi avec nos différentes têtes de réseau, enfin nos différentes parties prenantes nationales. Et en fait, le suivi au cours des 3 ans ne sera pas fait par Mountain Riders seul, mais sera fait par les têtes de réseau. Donc concrètement, une école de ski qui a signé une charte, en fait, va être analysée au bout des 1 an et demi et 3 ans par le syndicat national des moniteurs de ski. Donc c'est l'organisation qu'on a fléché cette année en comité de pilotage et qui du coup voilà, montre encore une fois que ce projet Montagne Zéro Déchet, c'est pas que Mountain Riders, c'est surtout les acteurs à l'échelle nationale et à l'échelle locale qui le font vivre et qui l'animent pour encore une fois que ce soit un projet qui soit autoporté. Donc on était déjà quand même hyper content d'avoir 69 structures signataires au bout d'1 an et demi de lancement de charte, puisqu'on était effectivement sur un objectif de 50. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cette présentation. Ce qui est important pour nous que vous reteniez à ce stade-là, c'est effectivement qu'en fait, on est dans un immense projet d'intelligence collective, puisque encore une fois, hein, Mountain Riders, voilà, est là pour insuffler, pour donner des idées et pour proposer de l'engagement et de la mise en mouvement très concrète. Et que en fait, depuis, clairement, depuis octobre 2022, qu'on a commencé à mettre autour de la table les parties prenantes nationales, clairement, en fait, ça n'a fait que se co-construire et qu'en fait, quand on nous propose des choses, il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui ou des essais, des expérimentations ou des enjeux ou des plans d'action qu'on n'avait pas imaginés il y a 2 ans et qui sont en fait le fruit de propositions de co-construction clairement des uns des autres. Donc encore une fois, vraiment, notre objectif, il est que ce soit un projet qui sorte de Mountain Riders, et c'est déjà le cas, et qui soit vraiment un projet sur lequel en fait tout le monde puisse voilà, donner ses idées, ses initiatives, ses envies, et que ça puisse donner corps, on va dire, à toutes les actions de réduction possibles et inimaginables. En sachant effectivement que le gros point positif de ce projet, c'est effectivement que ce soit un projet qui fédère. Enfin voilà, là, les intervenants vont en témoigner, hein. C'est vraiment un projet, c'est un sujet qui, contrairement à bien d'autres sur les questions environnementales en montagne, c'est un sujet qui est consensuel. C'est un sujet où tout le monde est d'accord quand en fait on dit voilà, on va rendre notre maison propre. Tout le monde est OK avec ça. Donc on est vraiment dans cet outil qui permet de fédérer les acteurs sur un même territoire. C'est un outil qui permet de fédérer les métiers et les territoires et qu'effectivement, en fait, on peut s'engager à travers des actions très simples comme juste faire un ramassage, comme des actions plus complexes comme, voilà, expérimenter des choses qui n'existent nulle part ailleurs, mais qui seront, à valeur d'exemple pour les prochains puisqu'encore une fois, là, l'idée, c'est vraiment d'être dans le faire ensemble, dans le créer ensemble et dans se projeter ensemble. J'en arrive du coup, à la partie, expertise. Du coup, il y a Claire et Robin. Claire Maffé et Robin donc Claire Maffé de la mairie de l'Alpe d'Huez et Robin Laveste, effectivement, qu'on a souhaité, mobiliser pour vous nous donniez un petit peu votre regard et votre retour sur, comment est-ce que vous avez, je vais peut-être arrêter mon partage d'écran parce que ça on s'en fiche, comme ça tout le monde se verra. Voilà, donc si vous pouvez effectivement à tous les 2, grand merci d'être là et nous témoigner un peu de, comment vous avez vécu ça, qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi et comment et la suite. Merci, Émilie pour, cette, introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Robin Lavez, chargé de mission tourisme responsable à la communauté de communes de Loizan. Donc Loizan, pour, celles et ceux qui ne sauraient pas où ça se situe, on est 1 heure au sud de Grenoble, un petit peu moins. Pour les amateurs de vélo, on a l'Alpe d'Huez, notamment la montée de l'Alpe d'Huez et Bourdoisan qui sont bien connus. Et puis pour les amateurs de ski, on a 2 domaines skiables, le domaine de l'Alpe d'Huez et le domaine, des 2 Alpes qui sont, largement, connus et reconnus. Pour commencer un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on s'est emparé de cette charte, il faut un petit peu dézoomer, vu que tout ça est lié en fait au poste que j'occupe aujourd'hui, qui est celui de chargé de mission tourisme responsable, qui a été créé il y a un petit peu moins d'1 an,
suite à un souhait des élus de s'emparer de cette thématique relativement nouvelle. Et donc ça, c'était l'objectif de se dire qu'il fallait qu'on fasse des choses sur notre territoire. Donc à partir de là, j'ai pris mes fonctions, du coup j'ai été recruté, j'ai pris mes fonctions en décembre 2023. Et donc, on a fait un premier contexte un petit peu sur qu'est-ce qui se passait. Donc, ce qui se passe, tout le monde est au courant. Donc, on est dans un contexte de changement climatique et avec la nécessité de faire une transition énergétique et écologique. Et sur le tourisme, comme sur d'autres secteurs d'activité, il faut qu'il y ait une transformation qui s'opère. Et donc, ce qui se fait actuellement, c'est on doit viser une réduction des gaz à effet de serre sur l'ensemble des activités. Et donc, le tourisme, comme toutes les autres activités, doit faire un effort également. Et il y a aussi des changements d'attente clientèle, d'où cette nécessité d'aller vers un tourisme plus responsable, donc un tourisme qui soit plus en phase avec cette fameuse transition énergétique et écologique, et aussi en phase avec les attentes clientèle. Quand on s'est intéressé en fait aux différentes émissions de gaz à effet de serre, nous, ça nous a pointé différentes thématiques de travail sur lesquelles on devait et on pouvait travailler. Donc en première, il y a la mobilité, notamment, mais après, qui arrive assez vite, il y a l'immobilier, il y a l'alimentation. Et en lien avec l'alimentation, on a très vite rattaché, nous, les déchets, donc qui est un des sujets sur lequel on va parler aujourd'hui. Et donc, sur chacun de ces thématiques-là, on a fixé des objectifs. Et sur cette partie déchets, notre objectif, on a lié déchets et alimentation. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, à travers notre consommation en termes d'alimentation, on achète aussi très emballé, trop emballé. Et donc, ça nous produit un certain nombre de déchets. Ce qui nous a amené à définir l'objectif suivant, c'est de réduire les déchets et de développer les circuits courts sur notre territoire. Donc, à partir de là, nous, l'objectif, c'était de se dire comment est-ce qu'on va venir un petit peu colorer et rendre un petit peu plus concret ces grands objectifs et ces grandes stratégies qui sont pas toujours très parlantes à tout le monde, et en se disant, bon, comme d'habitude, vous nous fixez des grands mots, des grands objectifs, mais concrètement, vous voulez faire quoi? Donc on s'est dit, bon, sur les déchets, c'est intéressant, et c'est comme ce que disait Émiline, on l'a vu sur notre territoire, c'est un sujet qui fait consensus, tout le monde est d'accord pour dire qu'on veut un territoire qui soit propre. Un territoire, on a la chance d'être dans des territoires, et on le disait aussi tout à l'heure, qui sont préservés. On retrouve quand même relativement peu de déchets, même s'il y en a encore trop. On est dans des endroits qui sont préservés, et on veut qu'ils continuent à être préservés. Donc on sait que cette thématique-là, tout le monde partage un même objectif. Et nous, en plus, en tant que communauté de communes, les déchets, ça fait partie des compétences historiques. Donc c'est une thématique sur laquelle on avait une certaine légitimité à venir travailler à l'échelle du territoire. Donc les déchets, un sujet qui fédère, donc qui fédère un petit peu tout le monde sur le territoire, donc les communes, les OT, les élus, les remontées mécaniques, et puis même au niveau des scolaires. Donc en m'intéressant un petit peu plus sur ce sujet, nous, il y a un historique qui existe, et les différentes stations du territoire participaient déjà aux campagnes de ramassage organisé par l'association. Donc l'an dernier, pour vous donner un petit exemple, on a eu 5 événements qui sont déroulés sur le territoire, qui ont permis de ramasser un petit peu moins de 3 tonnes de déchets et qui avaient réuni de mémoire à peu près 400 personnes. Donc on savait déjà qu'il y avait une implication du territoire, et nous, communauté de communes, on venait en fait, vu qu'on héberge le kit de caractérisation au sein de la communauté de communes, qu'on met à disposition de toutes les personnes qui organisent ces ramassages, donc soit les OT, soit les communes, soit par exemple l'ESF, en fonction des destinations. En partant de ce constat, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin sur ce sujet où il y a des attentes, on nous l'avait dit. Et donc, en prenant contact avec Mountain Rider, en échangeant, en se rencontrant sur des ramassages, on nous a parlé de cette fameuse charte que vous a présentée Émilie tout à l'heure. Et on s'est dit, ça pourrait être intéressant sous 2 aspects. Dans un premier temps, ça nous permet de commencer à entrer concrètement dans notre thématique et dans notre objectif de réduire les déchets dans notre cadre de notre tourisme responsable. Et puis le deuxième objectif, c'est de mettre de la transversalité et des habitudes de travail entre des acteurs du territoire. Et donc au niveau de la gouvernance, c'est intéressant parce que ça nous permet d'échanger. Aujourd'hui, on est là à deux voix avec Claire de l'Alpe d'Huez qui vous en dira plus après sur eux, ce qu'ils font dans la station. Mais c'était de se dire, voilà, on crée des habitudes de travail, on se met tous autour de la table et puis on travaille sur quelque chose de concret pour aller de l'avant vers quelque chose qui est plutôt positif. Et l'autre point également, c'était de se dire qu'on entrait dans une charte qui nous permettait de valoriser des actions qui existaient déjà et aussi de nous challenger en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin dans cette fameuse charte sur 3 ans, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire.
Et donc justement, on va entrer un petit peu là-dedans après un teasing qui est sûrement déjà beaucoup trop long sur qu'est-ce qu'on a mis dans cette charte. Comme je vous disais, nous, ça nous a permis de valoriser des actions qui étaient plus ou moins historiques dans la communauté de communes de Loisan. La première, c'est, donc Émilie vous l'a montré, il y a de la sensibilisation, la réduction et les ramassages. Donc sur les ramassages, on était déjà présent aux côtés des stations, vu qu'on hébergeait le kit. On mettait également du personnel à disposition pour venir animer le kit, donc pour épauler un petit peu les ramassages en station. Le deuxième point sur la réduction, c'est on a déjà un peu plus de 220 composteurs sur le territoire depuis déjà de nombreuses années. Et donc, on sait que la pratique du compost contribue énormément à réduire le nombre de déchets, pas forcément sauvages, mais bon, on réduit les déchets là-dessus, donc c'est quelque chose d'intéressant. Dans la thématique aussi de réduction des déchets à la source, on a développé un projet en lien avec Isère Attractivité, la startup Oali, et la solution Gourd Friendly, qui est une solution en fait qui vise à référencer l'ensemble des points d'eau en libre accès du territoire pour qu'on favorise l'utilisation des gourdes plutôt que des bouteilles plastiques à usage unique. Donc on sait qu'on est dans des territoires en montagne où généralement les fontaines et les points d'eau, il y en a énormément. Donc c'était se dire qu'il fallait qu'on les mette plus en avant pour éviter ces gestes, tous ces réflexes qu'on peut avoir de venir acheter une bouteille d'eau à usage unique. L'autre point également, et c'est une action qu'on vient tout juste de terminer, c'est une action de sensibilisation où on vient de réaliser avec l'ensemble des acteurs du territoire 4 capsules de sensibilisation autour du tri des déchets, où l'idée c'était de venir dans une trentaine de secondes parler de comment est-ce qu'on trie sur notre territoire, pourquoi est-ce que c'est intéressant de trier, comment est-ce qu'on composte en Oisan, et le dernier point, le fameux le zéro déchet, donc se dire effectivement le meilleur déchet, toujours celui qu'on ne produit pas. Donc de conclure, le tri c'est bien, mais si on peut consommer un peu différemment, consommer moins emballé, c'est encore mieux. Donc ces 4 capsules, l'idée c'était de travailler vraiment à l'échelle du territoire. Donc en fait, on a une instance où nous on est réunis avec les remontées mécaniques, on a les OT, on a les communes, on a le parc national des écrins qui est aussi à la table, qui est une des parties prenantes, et puis le Isère Attractivité. Et collectivement, en fait, on a écrit un cahier des charges pour ces capsules vidéo où après, on nous a laissé la main, nous, pour recruter le prestataire, pour faire tout le travail de création. Et une fois le produit fini, si je puis dire, on est revenu le représenter pour avoir un retour de notre comité technique qui puisse nous dire est-ce que ça leur convient ou pas. Et ce qui a permis de créer ces capsules vidéo qui se veulent vraiment, comme disait Émilie aussi au début, l'idée, c'est pas d'être moralisateur, c'est vraiment de rester dans un ton court, pédagogique, ludique. La cible, c'est les touristes. Et donc là, c'est du contenu de sensibilisation qui est diffusé en station, donc sur les pistes et également dans les télés des offices du tourisme et qui peut aussi être mis sur les réseaux sociaux des différentes destinations. Maintenant, sur à réaliser, vu que l'objectif, comme on l'a dit, c'était de se challenger, on a toute une partie autour du compostage des socio-professionnels. On sait qu'aujourd'hui, c'est une obligation légale. Pour autant, on observe assez fréquemment sur le territoire que le compostage des biodéchets par les socioprofessionnels n'est pas fait, non pas par manque de volonté, mais souvent par un manque de matériel ou de connaissances sur le sujet. Donc là, l'objectif, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut les accompagner. On est en train de benchmarker un peu ce qui existe, parce qu'il y a déjà beaucoup de destinations qui font des choses, donc savoir ce qui existe et sous quel modèle économique on peut le mettre en avant. L'autre point également, c'est une identification des zones de collecte. Donc aujourd'hui, nous sur le territoire, on a un grand nombre de collectes avec des conteneurs semi-enterrés. L'objectif, c'est de les référencer et de les mettre en avant sur une carte où on peut se géolocaliser pour se dire que les gens peuvent facilement trouver une poubelle quand ils en cherchent une, et également de trouver la bonne poubelle. Parce que des fois, on n'a que des OMR, donc les ordures ménagères résiduelles, donc les poubelles noires, qui sont seuls, mais on n'a pas forcément tout le temps le triptyque avec recyclage, verre et l'OMR. Donc l'idée, c'est que quand le touriste ou autre arrive devant une poubelle, qu'il n'en voit qu'une, qu'il ait la possibilité de savoir où se trouve la poubelle de tri la plus proche. L'autre point, c'est plutôt au niveau de la sensibilisation. On a la volonté de développer des projets éducatifs, enfin des projets pédagogiques plutôt, avec les écoles du territoire, et également de développer une charte éco-responsable. On a beaucoup d'événements sportifs notamment, mais pas que, et culturels sur notre territoire. Et l'idée, c'est vu que nous, la Comcom, on finance quand même beaucoup de ces événements, qu'on puisse intégrer des critères de un petit peu zéro déchet, ou du moins de faire plus attention
au moment du choix de différentes, soit des cadeaux pour les participants, soit quand on est sur un ravitaillement, sur les choix qui sont faits par les organisateurs. Et enfin, le dernier point, et après je laisserai la parole à Claire, c'est de développer également, enfin de mettre à disposition des restaurateurs un guide des bonnes pratiques sur ce qui peut se faire dans la restauration. Donc là, c'est un petit peu nos objectifs dans les prochains mois, années à venir sur ce travail et cette charte qui nous permet, nous, vraiment, voilà, comme je disais, de valoriser ce qu'on fait et puis de s'inscrire dans une dynamique de territoire. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui sont particulièrement intéressantes vu que ça met autour de la table tout un nombre d'acteurs et sur des objectifs qui sont vraiment concrets. Donc ça donne du sens et je pense que tout le monde est content de cet engagement. Merci Robin. Je vais prendre la suite. Donc simplement pour me représenter, je suis Claire Maffé, je suis chargée de mission transition et planification à la commune d'Huez. Et je vais essayer très brièvement de vous montrer quelques points saillants sur comment la charte montagne zéro déchet nous a permis d'incarner la dynamique de transition locale. Donc, en préambule, je souhaiterais vous préciser que la commune a fait le choix d'engager les 2 démarches en simultané et c'est un peu une particularité qui jusqu'à présent, lui est propre. Donc la démarche flocon vert et la démarche montagne zéro déchet et en fait, les caractéristiques de ces 2 démarches permettent de les renforcer, chacune l'une l'autre. La charte montagne zéro déchet, en ce qu'elle constitue une démarche concrète autour d'une thématique consensuelle et le label flocon vert, qui est une démarche plus stratégique et systémique, impliquant la mobilisation de l'ensemble des forces vives locales autour d'un diagnostic partagé et de solutions adaptées au territoire. Et en fait, cette charte montagne zéro déchet a vraiment permis en fait d'inscrire la transition écologique dans le quotidien de chacun et de créer les conditions de son acceptation. Donc voilà, et plus concrètement, il y a cette dynamique est patente sur 2 axes. La première, c'est qu'elle nous a permis, de manière plutôt interne au territoire, d'engager un processus de gouvernance partagée, en nous permettant en premier lieu d'articuler différentes échelles de participation. Alors, préalablement donc à cette double démarche, il existait déjà des opérations de ramassage interstructures réunissant, la commune, la SATA, donc qui est notre exploitant de remontée mécanique locale, l'ESF, l'Office du tourisme et puis de manière plus générale, les habitants et les touristes. Mais plus récemment, donc au cours de l'année 2024, a été décidée la mise en place, de temps de travail réflexifs, que ce soit, des ateliers animés par un Rémi Engelbrecht, autour, de la sensibilisation à la réalité du changement climatique ou, des ateliers de travail internes aux structures que je viens de citer, qui s'appelaient donc, groupe de travail Montagne Avenir. Et en fait, donc une dynamique était déjà présente, mais l'engagement dans le label Flocon Vert, nous a, incité, engagé à mettre en place des instances de travail génériques et à se les approprier. Et donc, dans ce sens, la charte montagne zéro déchet, c'était l'outil parfait pour débuter, puisqu'elle permettait à tout un chacun de participer avec ses propres expériences et niveau de responsabilité. Et le plan d'action type que Émilie vous a brièvement présenté, donc qui est interne à chaque filière, en détaillant les initiatives qui concourent à la définition d'une trajectoire zéro déchet, a permis de balayer les actions locales et supralocales existantes et de réfléchir à leur mutualisation. Et c'est ce qui a fait qu'on a abouti au niveau du territoire à un plan d'action commun, ESF, mairie, SATA et Office du tourisme, et ce qui a créé un premier embryon de gouvernance. Et de fait, le premier COPIL Flocon Vert qui s'est tenu en décembre a été consacré à cette charte montagne zéro déchet et a permis de créer une première dynamique. Mais ça a non seulement permis de créer une dynamique au niveau des structures, mais également au niveau donc de ces groupes de travail et de manière plus large aux personnes qui s'étaient manifestées à ce sujet. Donc il y a eu des allers-retours en fait. Une fois que le plan d'action donc commun a été validé par le COPIL Flocon Vert, on l'a transmis à ces différentes instances de participation citoyenne qui a été
qui s'est mobilisée. On a eu beaucoup de retours et en fait, ça a permis encore un autre degré de mutualisation puisqu'on a la directrice du groupe scolaire qui a dit: «Ah oui, moi je fais ça, ça, ça», la directrice du service culturel, comment dire? La chargée, présente, comment dire? De manière permanente, du festival Tomorrowland également. Enfin bref, ça a permis vraiment de mettre en lien différentes, personnes du territoire, et différentes initiatives et de voir ce qui était possible ou pas de faire en termes de consignes, ou d'autres perspectives. Voilà. Donc après, il y a un autre aller-retour, le plan d'action de proposition va être remis à l'ordre du jour d'un COPIL. Et voilà, dans ce cas-là, on essaye de faire d'avancer de manière collective sur ce sujet et d'en faire vraiment un instrument dynamique et non figé, et qui est implémenté au fil des mois, des saisons. Et et donc cette dynamique en fait de rendre cette charte montagne zéro déchet accessible, évolutive, dynamique, elle était également, manifeste, lors, du lancement, de grand public de la démarche, Flocon Vert et également de la signature, de la charte montagne zéro déchet qui ont eu lieu simultanément, donc c'était le 24 janvier dernier et on a fait le choix, de distinguer qui est sensibilisé à la thématique de la réduction des déchets, qui travaille en circuit court, et cetera. Et c'est aussi ça, la dynamique qu'on souhaite, instaurer à travers, ces 2 outils que sont la charte et le label Flocon Vert. Donc, voilà, différentes échelles de participation, ont pu être, articulées à travers cette démarche, mais ça nous a également permis d'activer différents leviers de mobilisation, puisque au-delà de l'approche transorganisationnelle, il y a une approche vraiment transsectorielle à avoir, et ne pas comment dire? Se contenter de solutions, bout de tuyau, voilà et vraiment de partir en amont et de manière transversale. Il y a différents secteurs et différents outils à mobilité et on s'est engagé dès à présent dans l'étude d'une charte des sociopros engagés, d'une charte chantier propre, d'un guide éco-événement qui va être, conçu, par la CCO et que bien sûr on s'appropriera au niveau local. Enfin, on essaie vraiment de mobiliser les compétences, de tout un chacun sur ces sujets, pour avancer, quitte également à mobiliser, d'autres territoires comme Tignes. Enfin voilà, on essaye de s'inspirer les uns les autres. Et aussi en mobilisant différents dispositifs qui permettent soit de sanctionner, soit de valoriser l'engagement, à savoir pour les chantiers propres, partir pourquoi pas sur une amende. Pour, dans l'optique plus valorisante, pourquoi pas mettre en place une cartographie interactive des socioprofessionnels engagés dans la démarche, ou des ressources plus largement qui permettent de concourir à la réduction des déchets, et notamment en intégrant le projet OALI de la CCO. Enfin voilà, il y a différentes pistes à l'étude et qu'on continue d'explorer. Donc ça, c'était pour le processus de gouvernance partagée qui était plutôt interne, quoique la réunion de lancement grand public et de signature de la charte montagne zéro déchet nous a permis de découvrir qu'en fait, il y avait pas mal de visiteurs et de touristes qui étaient intéressés. Donc c'était pas seulement voilà, de manière juste entre nous, entre guillemets. Mais en fait, cette charte montagne zéro déchet, elle nous a permis aussi d'engager une approche un peu intégrée du sujet des déchets. Cette année, la SATA, il y a Alain qui nous écoute, qui est responsable RSE et qui pourra peut-être, s'il le souhaite, apporter les précisions nécessaires, hein, mais a décidé de déployer une campagne donc zéro mégot et qui s'est traduite très concrètement par la mise à disposition de 3000 cendriers de poche à l'Office du tourisme et aux caisses des remontées mécaniques, et par 22 points d'apport volontaire des mégots sur le domaine skiable, en partenariat avec Ecomégo, qui permet donc le recyclage et la valorisation des mégots récoltés. Donc on en est qu'au tout début de la démarche, mais déjà quelques enseignements peuvent être tirés de ce dispositif, à savoir qu'il ne s'agit pas en fait de déployer des dispositifs matériels, mais qu'il s'agit également de travailler sur le domaine des idées.
Et pour ce faire, en fait, il faut vraiment qu'on réfléchisse à construire une politique intégrée de prévention qui mobilise différents supports et types de communication, donc ceux en cours d'élaboration par la CCO, et prévoyant également des moyens d'évaluation. Donc, dans cette perspective, on a engagé une réflexion sur l'environnement des dispositifs de collecte, la qualité, l'accessibilité en toute saison et leur design. Mais au-delà de réfléchir à cet environnement favorable aux dispositifs de collecte, je pense qu'il convient également d'élargir un peu et de chercher également à promouvoir un nouveau rapport au territoire montagnard, d'autres registres de rencontres avec le territoire investi et donc essayer de travailler de nouveaux liens pour que ces lieux de vie ne soient pas seulement des lieux de passage. Donc on arrive sur l'ouverture et sur une annonce programmatique qui constitue peut-être la mesure, pas phare, mais en tout cas, qui fait réagir, les personnes qui ont eu connaissance, du plan d'action commun. On réfléchit actuellement à déployer un lieu non fumeur, sur le territoire, de la commune et qui pourrait, potentiellement prendre place, au Rifnel, pour ceux qui connaissent. Pourquoi, cet endroit, de la commune? Parce que ce lieu donc permet de lier différents enjeux, du vivant, humain et non humain. C'est un site naturel exceptionnel avec une zone humide, qui est distinguée, dans différents, documents de planification, que ce soit le schéma de régional, de cohérence écologique, le SAGE. Il bénéficie d'un arrêté de protection de biotope. Il y a également un projet de labellisation en espace naturel sensible, donc un très fort intérêt écologique du site. Mais c'est également un lieu central de la station, pour ceux qui connaissent. Il est situé entre les deux fronts de neige. Il fait l'objet, enfin, c'est le support de multiples usages sociaux. Il y a des pistes piétonnes. À côté, il y a une grande, enfin, beaucoup de départs de ski, mais c'est également surtout l'espace d'apprentissage des enfants. Et donc voilà, ce site permettrait de lier des enjeux de santé humaine et non humaine et a été présélectionné en ce sens. Voilà pour la situation à l'Alpe d'Huez et les premières pistes. Grand merci à tous les 2. Honnêtement, c'était super riche d'apports supplémentaires et ça, c'était vraiment super intéressant, de voir aussi tout ce que vous avez fait de concret. Moi, c'est vrai que ce que je retrouve, et pour compléter ce que vous avez dit, effectivement, du coup, pour illustrer le fait que c'est un projet qui avance avec les personnes et voilà, et les différentes opportunités des uns des autres et que c'est un projet vraiment collectif. Pour info, donc Robin a été la personne avec qui Élodie a fait tout le travail de co-construction du plan d'action spécifique au Comcom. Donc grand merci à toi Robin et effectivement avec Claire on a pu voilà expérimenter en fait comment est-ce que Flocon Vert et MZD Montagne Zéro Déchet pardon MZD pour les intimes sont effectivement avancent et sont construits de façon cohérente et pensés dès le début de façon cohérente pour servir l'un l'autre. C'est vrai que moi, ce que je retrouve dans vos témoignages à tous les deux, entre autres, c'est de toute façon le côté, on va dire, très concret qui permet d'embarquer les personnes assez facilement, en fait, voilà, parce que c'est concret, c'est consensuel et c'est très concret. Et que du coup, aussi, c'est un projet qui permet en fait d'ouvrir une porte, entre guillemets, assez facile pour essayer, après, une fois que cette porte est ouverte, on l'espère. Aller sur des sujets un petit peu plus compliqués, mais déjà avec autour de la table des personnes qui sont motivées, qui ont réussi à ouvrir la porte ensemble et qui du coup, voilà, à force de ce succès, voilà, ont peut-être plus de facilité à continuer à travailler ensemble. Et du coup, voilà, ça rejoint vraiment bien l'enjeu de Montagne Zéro Déchet, hein, qu'on sait ne pas être une finalité, enfin même s'il y a un vrai enjeu en soi, n'empêche que c'est aussi un projet, ce qu'on appelle porte d'entrée pour aller vers des choses plus complexes. Et puis au-delà de ça, enfin voilà, vos deux témoignages hein, montrent bien que c'est un projet. Enfin, je dis souvent qu'on apprend en marchant, enfin on apprend à marcher en marchant, mais voilà, du coup, c'est vraiment en fait co-construire avec vous. Et c'était vraiment l'idée. Puis on voit aussi que vous-même en interne, en fait, vous utilisez ce projet pour essayer d'autres choses. Et ça, c'est vraiment super chouette. Grand merci à vous deux. Merci. Avant de Merci. permettre peut-être merci, merci. Avant de permettre des questions, je vais repartir
partager mon écran pour surtout donner la parole à Pierre Pitoisé. Est-ce que vous voyez mon écran? Qu'est-ce que vous voyez sur mon écran? Là, voilà. Je suis au bon endroit, je pense. Pierre, est-ce que tu es avec nous? Allô, allô? J'ai pas allumé mon micro. Ah, si, c'est Bonjour à bon. tous. Salut! Enchantée, enfin enchantée. Bonjour Pierre. Et puis je te Bonjour laisse, Lise. la parole. Donc tu travailles pour Intersport. Je te laisse la parole et je déroule les slides comme tu veux. Merci d'être là. Oui, merci pour cette prise de parole. Bon, je vous avoue que, alors moi, le nom expert, je le suis pas du tout, un expert. Mais Émilie et le groupe, l'association Mountain Rider nous forcent à le devenir. Moi, ce que je voulais exprimer, c'est plutôt un partage d'expérience. C'est un partage de pratiques. Je ne sais pas si elles sont bonnes, mais en tout cas de pratiques. Voilà, donc nous, on est un groupe de retailers, hein, de magasins en montagne et au niveau national, bah, en France. On est avant tout, pour vous présenter ce qu'est Intersport, c'est une coopérative. On représente un peu plus de 500 magasins en France. En montagne, c'est 274 magasins répartis sur toutes les stations. Une coopérative, c'est un réseau d'adhérents. Donc, un réseau d'adhérents, ce sont des chefs d'entreprise voilà, qui ont leur propre société et qui gèrent leur propre magasin, qui cotisent à une enseigne pour en bénéficier des outils et des services. Le siège d'Intersport, qui est basé au sud de Paris, regroupe à peu près 500 collaborateurs. Dont je fais partie. On est permanent, on travaille pour l'enseigne. Et pour parler maintenant de ce qui est du sujet RSE, pour votre information, on a un service RSE qui s'est monté en 2021, qui est composé aujourd'hui de 4 personnes salariées à temps plein, qui travaillent sur les sujets de type économie circulaire, économie d'usage, l'engagement, la formation des collaborateurs. Point très important puisque les collaborateurs n'ont pas que de la centrale, mais aussi nos adhérents, nos propres adhérents, pour les sensibiliser, les former, et également leurs collaborateurs, donc les vendeurs, les skiman en magasin. Donc ça représente beaucoup de monde, en tout cas au final. Notre direction a souhaité que dans chacun des services d'Intersport, qui sont composés des services communication, achat, supply, etc., on a pas mal de services, il y ait un référent par service. Donc on est 20 référents, dont d'ailleurs je fais partie, puisque, pardon, je ne me suis pas présenté, mais moi je suis en charge de la partie exploitation et développement pour le réseau Intersport sur la partie montagne. Et donc je suis référent RSE et je suis convoqué tous les mois par notre service RSE sur des réunions d'échange et de partage justement sur ce sujet où chaque service doit montrer son état d'avancement, l'état d'avancement de sa propre feuille de route. Le programme, vous l'avez sous les yeux, enfin, l'organisation de la feuille de route Global Intersport France, hein, il est basé sur des piliers qui sont en premier temps et premier axe, c'est améliorer l'existant avec un objectif de moins de gaspillage, hein, en parlant de sobriété énergétique, réduction des emballages, les packaging, etc., la gestion des déchets. Plus d'éco-conception. Pourquoi éco-conception? Parce qu'on est aussi producteur, on a une marque propre, enfin on en a plusieurs, et donc ça fait partie également des chartes et des enjeux et des objectifs que l'on doit mener. Éco-conception à faire valoir à travers notre offre en magasin, à travers notre concept, plus de services, location, réparation, collecte, non pas que sur la partie montagne, mais de manière globale dans le retail Intersport France, et puis plus d'engagement à travers toute la partie sensibilisation et formation. Et à travers tout ça, c'est un devoir de transparence. Donc là, toute l'équipe RSE, notamment sur les enjeux de j'ai pas le mot. Décarbonation. Exactement, merci. D'assurer toute cette transparence sur les données recueillies à travers tous les outils déployés. Et puis, c'est construire demain, le deuxième axe, c'est construire demain. Donc, et là, je fais le lien avec la feuille de route montagne et le rapprochement qui a été fait entre Intersport et Mountain Rider
2023, nos premières discussions. Euh, en, C'était en 2022 où on m'a demandé de bâtir une feuille de route là, pour le réseau montagne. Je vous avoue que la page, il fallait la remplir. C'est pas simple de se poser sur ce type de sujet et puis de créer une feuille de route et ses objectifs. Et c'est pour ça assez rapidement, on s'est rencontré avec Émilie, Mountain Rider, et on leur a demandé concrètement de venir aussi nous aider à bâtir notre feuille de route. Euh, et cette feuille de route, on l'a bâtie sur 4 piliers. 4 piliers qui sont plus d'éco-conception, moins de déchets. Et après, sur un côté plus social, c'est aussi plus de formation et plus de bien-être au travail. Et dans les actions les plus concrètes qu'on a menées, c'est la mise en place d'une charte qu'on a appelée une charte engagée sport. Engagé sport, c'est en termes de communication, notre claim au niveau d'Intersport au niveau national. Et nous, ce qu'on voulait, c'était que l'on puisse s'engager, donc engager nos adhérents à respecter euh, des sujets, des piliers au sein d'une charte qui sont très simples, en fait. Mais c'est de s'engager à moins de consommation d'énergie en passant par le fait de climatiser nos magasins à 26 degrés l'été, à chauffer, enfin, à chauffer plutôt à 26 degrés l'été et à climatiser à 19 degrés l'hiver. Non, c'est l'inverse, pardon. C'est limiter la consommation d'eau dans les ateliers, limiter la consommation d'eau au niveau des lavages de vélos. C'est faire attention également à éteindre nos enseignes. Donc ça, c'est des petits gestes, mais qui sont, je pense, hyper importants. Éteindre nos enseignes dès la fermeture des magasins. C'est passer sur des éclairages également 100% LED quand on parle de travaux. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place de plus en plus à travers notre réseau. Un des deuxièmes piliers, c'est plus de recyclage qui passe par, à titre d'exemple, c'est favoriser les dons plutôt que la destruction, donc se rapprocher de recycleries, de ressourceries locales. C'est aussi collecter les ALCL, les articles de sport et loisirs, et notamment assurer le traitement au sein de la filière qui est gérée par Écologique. Et puis, bien évidemment, ça passe par le tri des déchets en magasin et en atelier. Une autre partie, c'est moins de déchets. Moins de déchets, ça passe par des actions très simples, mais c'est de se dire, pour tous nos collaborateurs, on arrête les gobelets en plastique et on leur met à disposition à chacun des gourdes ou des tasses à café. Et puis, on s'engage aussi à travers la charte, donc zéro déchet sauvage en montagne, à travers de la collecte citoyenne de déchets, même si on a un réseau de magasins qui, à travers les stations, les offices du tourisme, etc., le faisaient déjà hein, de manière locale, mais on va appuyer ce point-là. Et puis, ça passe aussi par la sensibilisation de nos clients. Les deux derniers points assez rapidement, c'est plus d'éco-conception et de services. Donc là, l'objectif, c'est d'engager aussi nos fournisseurs à nous proposer des produits éco-conçus qu'on puisse présenter dans nos espaces de vente. Et c'est également à chaque journée d'achat, engager nos adhérents à acheter un minima des produits éco-conçus, soit à travers voilà, notre marque propre ou les fournisseurs avec lesquels nous travaillons. On a dans nos magasins une partie atelier où on utilise également beaucoup de consommables. Alors, on ne peut pas encore tout traiter, hein, mais on a du fart, on a des désinfectants qui aujourd'hui, on a des solutions éco-responsables. Donc là, l'objectif, c'est de les utiliser et on espère aller plus loin, en tout cas, dès qu'on le pourra. Et le dernier pilier, c'est la formation, c'est fédérer, se former. Et là, l'idée, c'est de créer un pool de référents RSE au sein des magasins, au sein des groupes, pour qu'on soit non pas, et qu'on se sente pas seul à explorer ces sujets, mais qu'on soit accompagné, que ça soit un vrai travail collaboratif. Voilà, les actions qu'on a menées dès 2024, on a organisé avec Mountain Rider là, 2 journées de ramassage. Alors ça nous a permis
voilà, on s'est rendu compte que ça nous permettait vraiment de fédérer, de sensibiliser. Donc ça, c'est un point hyper important pour nous. On y associe nos collaborateurs, mais aussi tous les clients de nos magasins et des stations. Et bien évidemment, c'est pas que ouvert à nos clients, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est des journées très intéressantes. Et l'objectif qu'on s'est donné sur 2025, alors là, j'en suis assez content, assez satisfait, c'est qu'on va embarquer l'intégralité d'Intersport et des magasins Intersport, que ça soit plaine et montagne. On va se concentrer sur une journée où on va faire de la collecte de déchets sur multi-sites. Donc là, on va s'engager tous les magasins sur une seule journée voilà, à travers cet événement-là qui sera au mois de juin. Et voilà, et Mountain Rider, vous allez nous accompagner sur quatre sites en particulier en montagne. Et le dernier point, c'est la partie communication. On se doit de relayer ces informations dans nos magasins. Donc nous, on a choisi la marmotte parce qu'elle nous a plu. Euh, voilà, on a édité en fait pour les 270 magasins en montagne des plaquettes et le message édité. Donc chacun a reçu un kit, tous les magasins ont reçu un kit de communication avec cette fameuse marmotte et des affiches à positionner dans les ateliers, notamment pour avoir les bons gestes de tri dans les ateliers de ski mais également pour la partie vélo et pour la partie atelier cycle. Un dernier point que je voulais également vous donner, c'est que voilà, on a ce partenariat avec l'association Mountain Rider, on se doit de les épauler, on se doit de revendiquer leurs actions et de les soutenir. Donc, bien évidemment, on les soutient financièrement, mais on le demande depuis peu de temps aussi à nos clients. Là, vous voyez sur la partie droite, quand on est sur la plateforme location intersport rennes.fr, on a un bon d'échange. À chaque location en fait, de ski, on a un bon de réservation sur lequel on vient promouvoir l'association pour permettre aussi à nos clients de faire des dons directement. Donc là, c'est en place et c'est également en place sur le site internet d'Intersport. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci Émilie pour ce temps de parole. Eh ben, grand merci à toi, surtout Pierre, pour déjà effectivement le soutien, puis comme je disais, l'enthousiasme aussi, et la vraie volonté d'agir qu'on sent voilà, auprès de toi et de toute l'équipe Intersport. Pour nous, c'est vraiment hyper précieux. Et voilà, pour illustrer aussi en amont en fait, toute l'organisation de la charte, c'est qu'en fait, Intersport, on est aussi rentré en contact, si ma mémoire est bonne, quand même, suite à un échange qu'on a eu avec Union Sport et Cycle. Voilà, Union Sport et Cycle fait partie des parties prenantes de la charte montagne zéro déchet, donc depuis le tout début, donc en octobre 2022. Et en fait, dans ce cadre-là, Union Sport et Cycle a mis en place des sessions de sensibilisation auprès des adhérents de la filière commerçants détaillants en montagne. Et donc, on est rentré en contact effectivement avec Intersport par ce biais-là. Et du coup, effectivement, a découlé de ça tout ce qu'a à expliquer Pierre, hein. Donc, c'est vraiment pour illustrer qu'en fait, du coup, là, on est vraiment rentré par la porte d'entrée nationale pour descendre au niveau local. Et après, au niveau local, vraiment sur le terrain, c'est de dire, en fait, non seulement on aide à la rédaction d'une charte de manière générale pour les magasins qui touchent le déchet, mais pas que, qu'il y a effectivement des actions quand même assez fortes. Là, on voyait la photo de Morillon, hein, pour info, le directeur du magasin de Morillon, il avait quand même fait un super travail de mobiliser toutes les écoles autour de Morillon. Donc, c'était fait avec les scolaires. Donc, il y a vraiment voilà, une vraie volonté des commerçants d'aller au-delà de juste le grand public et Intersport pour toucher plus largement. Et puis voilà, il y a tout le travail qui a été fait. Enfin, il faut quand même vraiment saluer le travail qui est fait par Intersport qui a édité voilà, des kits de communication qui a été adressés à l'ensemble de leurs magasins avec entre autres donc les petites affiches que vous voyez là, qui sont voilà, avec le logo Intersport intégré et qui, du coup, voilà, permet de toucher pas une seule personne, mais vraiment 250 magasins
qui après le relaient auprès de leurs commerçants. Et il faut aussi savoir que du coup, avec Intersport, on va continuer l'année prochaine à sensibiliser et effectivement, comme le disait Pierre, former bah voilà, un réseau de référents RSE à travers un challenge qu'on va mener avec Intersport. Donc, c'est super intéressant de voir effectivement bah voilà, toute l'approche qui est faite de manière globale et qu'effectivement, c'est vraiment, le déchet, le point de départ et que ça descend du national au local et qu'après quand on travaille ensemble et que la confiance s'instaure, on arrive à faire des choses collectives qui sont plus ambitieuses. Et une petite question par rapport à Intersport. Comment tu as évalué la démarche menée par Intersport? Comment a été analysé? Comment va être évaluée la démarche menée par Intersport? Vous l'avez dans le forum. Bah, déjà, en fait, alors enfin, je réponds pour ce qui me concerne, Pierre, et puis après si tu veux compléter. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on va réussir à analyser, voilà, est-ce que, toutes les affiches qui ont été distribuées, elles ont bien été affichées ou pas? Il y a la partie collecte qui a été menée sur 2 opérations cette année, où là, effectivement, on va la dupliquer à 4 opérations cette année 2025 et puis toute la partie, donc on aura des chiffres issus des ramassages, et puis après, et donc ça montre aussi que, bah, voilà, en fait, on passe de 2 magasins et 2 collectes à 4 cette année et puis après donc tout le travail de sensibilisation qui est fait auprès d'un réseau d'un pool, hein, ce qu'a appelé Pierre un pool de référents RSE montagne. L'idée, c'est effectivement de les former sur l'ensemble des enjeux et de compréhension, en fait, pas que du déchet, mais que sur bah, effectivement les questions de dérèglement climatique, d'érosion de la biodiversité. Et donc, il y aura 4 sessions de formation auprès de ces référents RSE et à la fin, il y aura une évaluation effectivement de comment est-ce qu'ils l'ont vécu et dans les années suivantes aussi, comment est-ce qu'ils arrivent effectivement à être, ambassadeurs, et diffuser ces informations auprès de leurs propres salariés et auprès du public. Et effectivement, ça fait partie aussi de la formation de comment est-ce que, en fait, dans quelle posture je me mets, quels sont les bons mots, quelles sont les bonnes attitudes et effectivement, la bonne posture pour parler de sensibilisation à l'environnement sans être moralisateur et en donnant envie quand même de passer à l'action. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être évaluées, mais sur la partie déchets strictement, c'est évalué, à travers les collectes et comment est-ce que c'est diffusé, la campagne de communication notamment. Ouais, pour compléter, alors bah, c'est pas évident, hein, toutes ces actions. Alors bon, les actions concrètes là de ramassage, c'est ce qui nous permet d'évaluer le plus, hein, enfin l'action directe, mais certes, c'est pas suffisant, hein, et puis on le fait depuis très peu de temps. C'est aussi ce qu'on peut nous-mêmes se reprocher d'ailleurs. Quand on parle de communication dans nos magasins, bah là pour le coup on y tient. On a des responsables régionaux qui tournent en magasin, ça fait partie de leurs objectifs et de leur mission aussi de vérifier que en fait ce type de communication est bien mis en place. En toute honnêteté, ça ne l'est pas à 100% sur l'ensemble des magasins. On est dans un système coopératif face à des adhérents où on n'arrive pas à tout contrôler. Mais enfin, moi-même, dans mes tournées, j'ai pu en voir dans certains magasins et d'autres non. Donc, ça fait partie des messages, du suivi qu'on doit assurer en permanence. On s'équipe, on est équipé de télé aussi dans les magasins. Donc, bon, aujourd'hui, on a une quarantaine de magasins équipés de télé sur lesquels on diffuse les messages en boucle notamment des fameux spots que vous avez réalisés Mountain Rider cette année. Donc là, on les diffuse en magasin. Donc là, vu que ça vient du siège, on est certain et sûr que c'est diffusé. Donc là, on en assure le suivi. J'ai hâte de voir aussi ce que peut représenter les dons qu'on va pouvoir récupérer, parce que là, pour le coup, on aura de quoi traquer et tracer les dons et la mise en avant là, qu'on va avoir sur les sites. Et après, ce sur quoi je voulais m'exprimer, c'était de se dire que le sujet RSE chez nous, sur le réseau montagne, malheureusement, il n'est pas traité depuis très longtemps. Par contre, aujourd'hui,
c'est quelque chose dans nos réunions, dans nos séminaires, réunions régionales où on regroupe nos adhérents. Ça fait partie d'un des sujets qui est prioritaire et qui est obligatoire. On ne passe plus à côté de ce type de sujet. Il est intégré à l'ordre du jour dans chacune des réunions et on nous a même reproché d'ailleurs de souvent de traiter ce type de sujet en fin de réunion. Donc du coup, on lui redonne une place beaucoup plus importante et à juste titre. Voilà, donc c'est tous les efforts qu'on mène. Et à côté de ça, c'est la formation, la sensibilisation. Et là, on est en plein dedans. On n'est pas suffisamment formé, on n'est pas suffisamment expert pour le coup, et on se doit de l'être davantage. Donc voilà, on a beaucoup de missions encore. Et si je peux aussi quand même compléter, alors c'est pas de l'évaluation, mais en tous les cas, ce qui est aussi à noter et à mettre en avant aussi, et qui pour nous est un facteur de réussite quand même, ce partenariat avec Intersport, c'est que donc on a commencé le partenariat avec Intersport depuis effectivement 2022, et que là, on a Ski7, du coup, qui est aussi un des gros réseaux bah voilà, de détaillants de montagne, enfin même c'est Ski Company, donc c'est Ski7. Skimium et Ski Company, qui vont en fait, bah, voilà, en voyant ce qui a été fait, chez Intersport, bah, leur a donné aussi envie de rejoindre le mouvement, et que, bah, en fait, pour nous, ça, c'est un vrai facteur de succès, de se dire qu'effectivement, bah, voilà, les uns inspirent les autres, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est hyper pertinent, et rien que ça, déjà, pour nous, c'est aussi chouette, de voir que c'est pas que, un magasin, mais que c'est d'emblée 250 magasins, et le réseau Skimium, c'est pareil, c'est 250 magasins, donc ça va permettre quand même de porter ses fruits. Si c'est pas à 100 des magasins, n'empêche que si, on va dire, 15-20 des magasins, des salariés, bah, voilà, s'emparent du sujet, ce sera déjà, un sacré paquet de magasins qui va commencer à faire passer des messages et à être attentif, à ces questions de déchets dans un premier temps, et on l'a vu plus largement, par la suite. Je ne sais pas s'il y a d'autres interrogations, questions. Je peux juste peut-être, il y a eu quelques questions dans lesquelles j'ai répondu tout au long du webinaire, mais peut-être que je vais vous les partager. Il y avait une question de Céline Mathieu sur comment l'objectif, comment notre trajectoire de moins 10%, moins 40, moins 70 et moins 100 était calculée, et sur quels chiffres on se basait pour nos progressions. Donc le calcul de la progression des déchets récoltés se fait par rapport à nos résultats donc chiffrés des caractérisations. C'est aujourd'hui, on ne fait pas que des ramassages, on fait un diagnostic derrière. Le diagnostic nous ressort donc des chiffres en poids, en litres et en données numériques, enfin vraiment de données chiffrées de déchets indicateurs. Lors des ramassages, donc sur tous les ramassages qui font partie de la campagne de ramassage annuelle, et aussi des opérations Adopt un Spot. Donc, si vous voulez, voilà, j'ai répondu sur le forum. Donc, en fait, on compare les ramassages d'envergure et les Adopt un Spot sur évidemment toujours des types de ramassages comparables. Donc, même, on ne fait pas juste, on regarde ce qui a été ramassé en 2024 par rapport à 2025, c'est les mêmes ramassages dans les mêmes destinations pour avoir vraiment du comparable et pouvoir avancer sur des chiffres justes. Et il y avait la question sur l'hypothèse, enfin sur l'extrapolation, comment on extrapole. On utilise 3 hypothèses pour pouvoir extrapoler nos données. On part du principe que toutes les stations françaises auraient été ramassées, et pas seulement 82 ramassages comme cette année, enfin, comme l'année 2024. Dans notre extrapolation, on tient compte on a trié en fait les tailles de stations de ski en 3 types, donc petites, moyennes et grosses stations. De par leur fréquentation et via l'indicateur des moments de puissance. Donc en gros, on extrapole avec cette hypothèse-là. Et la dernière qui est que 100% du domaine skiable est ramassé, alors qu'aujourd'hui, nous, sur notre campagne de ramassage, on est sur un 20% à la louche. Voilà. Et il y avait eu une question aussi sur des plans d'action liés donc aux filières agricoles et forestières. C'est pour l'instant des filières avec lesquelles on n'a pas enclenché de travail, pour la simple et bonne raison que nous, on a priorisé les déchets indicateurs les plus ramassés, donc on est déjà sur nos top 10, voire top 20, et les déchets indicateurs ne ressortent pas de ces filières-là, mais
c'est une évidence que je pense qu'à terme, on voudra embarquer toutes les filières économiques hein, de la montagne. Donc, on ira certainement les voir aussi. Et il y avait une question sur le dispositif que Robin parlait Ah oui. pour la cartographie des mises à disposition de points d'eau. De toute façon, on va vous renvoyer, donc ce sera indiqué peut-être sur le PowerPoint, mais que je ne dise pas de bêtises, c'est que moi-même je ne me trompe pas, c'est OALI, H-O-A-L-I. Voilà. Ah si, et une précision aussi pour les points d'apport volontaire et qui gère l'entreprise qui va gérer donc La SATA. oui, par la SATA. Donc Alain Mathieu a précisé que c'est bien Clinat, donc K2ENAT. Si vous voulez, on a leurs coordonnées, nous on travaille, j'ai même leur plaquette, si vous voulez en savoir un peu plus, je peux vous donner des informations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent ou des remarques ou Eh ben alors, je vous propose de conclure. Voilà, encore une fois, ce qu'on disait, et vraiment on insiste là-dessus, c'est que c'est un projet qui est fait, voilà, de façon, et j'insiste là-dessus parce que c'est la réalité. C'est que vraiment, c'est 22 parties prenantes qui sont avec nous depuis le départ, ont rédigé avec nous la charte. Et quand je dis ont rédigé, c'est vraiment, voilà, on trouvait les mots, on trouvait les objectifs, on définit les objectifs, on co-construit les plans d'action, la charte, et les modalités de suivi. Donc vraiment, enfin, tout ça pour dire quand même que c'est un vrai et c'est d'ailleurs ça qui nous tient et dont on est quand même assez, heureuse en tous les cas parce que ça porte, hein, de vraiment voir que c'est un projet qui sort, voilà, de la sphère, d'une association et qui tient tout le monde. Donc c'est vraiment hyper enthousiasmant de se dire que, voilà, en fait, ce sera qu'à plusieurs qu'on va y arriver et que là, dès le début, il y a eu beaucoup de monde autour de la table et que plus ça va et plus ça grossit et que ça, c'est vraiment, dans une posture d'ouverture qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, on en est là, mais surtout, en fait, faites-nous progresser. Proposez-nous des idées. Nous, on a plein d'idées et plein de projets qu'on va vous montrer dans les prochaines semaines. Mais vraiment, voilà, inspirez-nous. Et si vous avez la moindre des envies, on est vraiment là pour vous accompagner et trouver du temps et de l'énergie pour accompagner les bonnes initiatives. Avant de terminer, si vous n'aviez pas eu l'information, eh bien, je vous invite à aller voir dans notre agenda Mountain Riders, puisqu'en fait, il y a 3 rencontres, pas une, messieurs, dames, mais 3 rencontres cette année. Habituellement, on fait des rencontres nationales et là, on en a fait 3. En fait, on fait une rencontre nationale le 20 mars à Bourg-Saint-Maurice. Qui voilà, pardon, à Arc 1600 finalement, mais voilà, en tous les cas, c'est sur la commune de Bourg. Donc, une rencontre nationale montagne zéro déchet le 20 mars au matin qui aura lieu en même temps que le festival Agir pour les glaciers. Donc du coup, en fait, on fait cause commune avec, l'association Marge Sauvage, qui réunit, bah, voilà, en cette année 2025, l'année des glaciers. Voilà, toute une pléiade d'acteurs autour de la cause des glaciers et du coup, en fait, nous, on avait la même date et donc du coup, on est au même endroit qu'eux pour faire en sorte que ceux qui veulent venir avec nous le matin puissent aller l'après-midi et le soir participer et le lendemain, s'ils le veulent, participer à Agir pour les glaciers. Donc ça, c'est les rencontres nationales et ensuite, il y a les rencontres où en fait, on a souhaité vraiment aller, au plus près du terrain pour, on va dire mobiliser encore plus de monde. Donc il y a les rencontres Alpes du Sud à Gap le 27 mars qui sont organisées avec, l'ADET, donc l'Agence touristique départementale des Hautes-Alpes, et la région Sud et les rencontres pyrénéennes qui auront lieu à Foix, le 31 mars. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, sur l'une de ces 3 séances, bah, vraiment vous êtes les bienvenus. Il y aura encore plus
de contenu, encore plus de surprises, et en tous les cas, voilà, vraiment d'outils et l'idée, c'est vraiment de montrer à voir, en fait, que ce soit sur le terrain, mais aussi une ambition nationale et de l'expertise scientifique sur, pourquoi et comment ça fait sens d'agir et comment c'est possible de le faire à petits pas ou à grands pas, si vous avez envie. Et puis, dernière date que j'ai rappelée en début de séance, mais que je remets là, le 13 mars, le prochain webinaire sur la qualité des sols. Mille merci à vous, en tous les cas, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. On était enchantés. Et puis, ben, on vous souhaite une très belle après-midi. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci. Merci. Merci à Au vous tous. revoir. Merci Robin, Claire Merci. et Pierre. Merci. Merci. Merci.